Cet article propose de contribuer à la réflexion autour de la question suivante. En quoi les transformations contemporaines du travail et de l'emploi participent-elles à produire les formes de précarité perceptibles à l'échelle des existences individuelles ? Après avoir rappelé le double sens du terme précarité et décrit très brièvement les principes de mutation à l'œuvre dans le monde du travail, j'esquisserai une analyse de leurs conséquences dans 4 registres essentiels des expériences sociales. Le double registre sémantique de la précarité. L'adjectif précaire désigne le caractère de quelque chose dont on ne peut garantir la durée, la solidité, la stabilité, qui à chaque instant peut être remis en cause. Sont ici immédiatement connotés l'incertitude, la fragilité, la réversibilité des situations de précarité. C'est là l'acceptation la plus répandue du terme qui met en jeu centralement la dimension du temps. Instabilité du présent, imprévisibilité de l'avenir. De cette définition, on peut en tirer un principe général d'analyse. Toute approche de la précarité, quelle que soit la nature particulière de celle-ci, doit intégrer la dimension diachronique des réalités étudiées, c'est-à-dire être attentive au processus, au mode de changement, au caractère évolutif de toute situation précaire qui, par définition, est appelée à se transformer. C'est pourquoi, d'ailleurs, il est plus pertinent de parler de formes de précarisation en mettant l'accent sur les dynamiques que de précarité, un terme qui entérine une vision plus statique des phénomènes. Alors il fait la différence entre le fait d'être précaire, donc être précaire c'est vous êtes précaire, c'est immuable, c'est inchangeable. La précarisation c'est des gens qui sont dans un état par exemple stable, un travail stable, et hop on rentre dans la précarisation au fur et à mesure en baissant le taux d'horaire de travail, en perdant son emploi, et en n'en retrouvant pas, être poussé à vivre avec un RSA, tout un tas de choses, créer une micro-entreprise qui est difficile à faire vivre, à travailler pour Uber, etc. Là, on est dans de plus en plus la précarisation du travail. Voilà, c'est ça qu'il essaye de dire. Il peut être utile de rappeler aussi que précaire vient du mot precarius latin, qui qualifie un travail ou un état obtenu par prière, qui ne s'exerce que grâce à une autorisation révocable. Avec cette étymologie, la notion de précarité indique clairement un rapport social de domination dans lequel le devenir d'un individu est soumis à la décision d'autrui. Être en situation de précarité renvoie alors à l'absence de choix et à la faiblesse des marges de manœuvre dans la conduite de l'existence. Compte tenu de ce double registre sémantique, incertitude et domination, en quoi peut-on considérer que les transformations du travail et de l'emploi relèvent du processus de précarisation et dans quel registre de l'expérience sociale ces processus se déploient-ils ? Avant d'apporter quelques éléments de réponse à cette réflexion, rappelons brièvement en quoi consiste la transformation qui traverse le monde du travail depuis une trentaine d'années. Mutation conjuguée de l'emploi et du travail. Des contrats atypiques à la précarisation structurelle de l'emploi. En premier lieu, le mouvement de fond le plus visible et le plus massif est celui qui se voit développer une précarité de l'emploi à travers un ensemble de phénomènes liés entre eux et que l'on peut décrire à 3 niveaux. Au niveau des contrats de travail, on assiste à une forte croissance des emplois à durée déterminée, donc CDD, intérim, contrat aidé, c'est-à-dire à la normalisation d'une insécurité structurelle de l'emploi. Tout le monde le sait, un CDI c'est un truc stable, dans le temps on sait qu'on ne peut pas se faire virer, machin, ce qui devient de moins en moins vrai. Et de l'autre côté, le CDD, l'intérim, les contrats aidés, ce sont des emplois qui ne sont pas stables. Vous ne savez pas si vous allez être renouvelé, vous ne savez pas si vous allez continuer à travailler, vous ne savez pas si vous allez avoir un travail, un meilleur travail, parce que ça peut être des CDD à mi-temps, un intérim, c'est vous allez faire un petit contrat là pendant une période, puis ensuite vous allez aller ailleurs. Vous n'allez pas forcément avoir le travail de 35 heures qui vous donne un emploi à un salaire fixe tous les mois. Et c'est des choses aussi, comme on avait parlé avec la pauvreté, c'est le risque de ne pas trouver un appartement parce que vous n'avez pas un emploi stable. Vous n'avez pas un emploi stable, on ne sait pas si dans 6 mois vous allez pouvoir continuer à payer le loyer, donc du coup on vous refuse de vous donner un appartement par exemple. C'est ce genre de choses. Au niveau des temps de travail, on observe la fréquence accrue du travail à temps partiel, en particulier temps partiel contraint, et des temps de travail flexibles, discontinus, décalés.
Là, on peut parler par exemple des emplois 0 heure en Angleterre. Je reviens souvent à ça parce que c'est des gens qui ont un emploi, ils ont un contrat avec une entreprise, mais si l'entreprise n'a pas besoin d'eux, ils ne sont pas appelés. Et s'ils ont besoin d'eux, ils sont appelés. C'est-à-dire que vous ne savez pas si vous allez travailler ou pas, mais par contre, dès qu'on a besoin de vous, vous êtes appelé pour venir être payé à la tâche. Ça, c'est ça Alors ça, c'est vraiment le plus extrême en Angleterre. Nous, en France, le travail flexible, discontinu, décalé, ça existe aussi de diverses façons. Et après, il y a les emplois à temps partiel contraint. Donc ça veut dire vous cherchez un temps complet, mais quand vous trouvez des employeurs, eux, ils ne veulent pas vous employer à temps plein. Et du coup, vous vous retrouvez avec un demi-salaire. Enfin, les restructurations fréquentes et la recherche d'un allègement de coûts du travail dans les entreprises néo-capitalistes entraînent une déstabilisation des stables qui généralise l'insécurité de l'emploi, même pour les salariés exerçant en contrat à durée indéterminée. C'est ce que je disais tout à l'heure sur le CDI. Le CDI, déjà, le CDI a été cassé, il a été restructuré, il a été refait, remodulé avec 2 réformes sur le Code du travail. Et maintenant, il est plus facile de casser un CDI parce que les coûts sont allégés pour l'employeur qui veut licencier. Ça coûte moins cher et on peut évaluer très rapidement combien ça va nous coûter si on fait un arrêt du CDI, si on licencie. Et vous avez également le côté l'entreprise qui délocalise. Beaucoup d'entreprises disent on délocalise, c'est plus rentable, on va ailleurs. Et donc c'est une destruction d'emplois. La zone où les travailleurs travaillaient ne va pas être réutilisée. Les travailleurs sont donc mis au chômage et ils n'ont plus rien. Il n'y a plus personne derrière pour rattraper cette chose-là. Il n'y a pas de solution pour redispatcher les salariés dans d'autres entreprises qui en auraient besoin ou dans d'autres secteurs. Il n'y a pas de reformation et tout. Les gens sont libres eux-mêmes de trouver des formations et de machin. Et des fois, ça amène à un chômage de long terme. On retrouve un emploi, mais c'est un emploi précaire, etc., etc. Ces processus contribuent à fragiliser le modèle salarial, construit sur la norme de l'emploi stable et à plein temps. Aujourd'hui, l'emploi n'est plus garant d'un ensemble d'assurances et de protection dans l'avenir à moyen et long terme. La précarisation fait renaître des incertitudes et des vulnérabilités là où la société salariale avait apporté une stabilité et sécurité. Voilà, donc on avait créé le salaire, le salariat, pour que les gens puissent avoir un emploi stable et un emploi rémunéré chaque mois, chaque semaine, chaque jour. On savait qu'on allait travailler, qu'on allait avoir une rémunération pour ça, parce qu'avant, le travail était payé à la tâche. Les patrons capitalistes qui possédaient des moyens de production faisaient travailler les employés. Si les employés ne travaillaient pas, ils ne touchaient rien. Et donc, il n'y avait pas de risque de chômage. Enfin, il n'y avait pas le chômage, l'indemnité chômage pour compenser. Il n'y avait pas les droits à la santé. Et évidemment, si le patron n'avait plus besoin de vous, il vous jetait et puis on n'en discutait pas. Et vous travailliez, on vous payait pour la tâche. Ça, c'est dans les années 1900. Voilà. C'est quel salaire un CDD intérim? Ça dépend. Ça dépend du travail, ça dépend du secteur du travail, ça dépend de l'employeur, ça dépend de la boîte d'intérim, des contrats qu'elle a avec les entreprises, etc. Ça dépend des horaires que tu vas faire, ça dépend de trop de trucs. On peut pas te dire un CDD c'est ça, un intérim c'est ça. Moi, il y a un temps, on me disait l'intérim c'est bien parce qu'on est payé plus que salarié, parce que machin. C'est bien, oui, mais si t'en as en permanence, tu sais que tu vas pouvoir faire de l'intérim, ouais, peut-être tu gagnes plus d'argent. Mais moi, c'est pas un modèle qui me fait rêver. Hein. Et il y a toujours le risque de ne pas retrouver un contrat derrière. Ah merde. Une reconfiguration de la division sociale du travail. Le rapport salarial normal, c'est-à-dire celui qui s'est cristallisé au cours de ce qu'on a appelé les 30 Glorieuses, repose sur un rapport
salarié-employeur. Les salariés fournissent un travail pour un employeur précis et reçoivent en échange un salaire ainsi qu'un certain nombre de garanties et d'assurances sociales. Le contrat de travail matérialise cette relation entre deux parties. Or, ce modèle est largement concurrencé par des formes d'emploi qui s'éloignent de cette relation entre deux entités sociales. L'intérim est une relation triangulaire, tripartite. Les salariés sont juridiquement employés par l'entreprise de travail temporaire, mais ils effectuent le travail sous l'autorité d'un troisième protagoniste, c'est l'entreprise utilisatrice. D'accord, donc là, vous avez la boîte d'intérim, l'entreprise, le salarié. C'est pour ça qu'on parle de tripartite. Et normalement, vous allez avoir l'entreprise qui dit, bon voilà, moi je recrute telle personne pour tel job. J'en ai besoin pour tant de temps. La boîte d'intérim dit, ah d'accord, donc je pose votre offre chez nous. Combien vous payez pour ça? Je vous donne le machin. Et ensuite, le salarié, lui, vient chercher le travail dans l'intérim et redirige l'intérimaire vers l'entrepreneur. Et une fois que son contrat est terminé, revient à l'intérim, il revient chercher du travail, etc. La sous-traitance recouvre toutes les situations où une entreprise dite donneuse d'ordre fait faire un travail particulier à une autre entreprise, sous-traitance, qui elle-même peut à son tour déléguer à une troisième entreprise, etc. On parle de sous-traitance en cascade. À chaque... pardon, ça s'arrête comme ça, dis donc. À chaque étape du processus, un degré de plus est franchi dans la fragmentation du travail et bien souvent dans l'assujettissement du salarié. Alors du coup là c'est vous avez une grosse entreprise, une grosse structure qui va pour tel et tel secteur, pour tel et tel truc, par exemple pour faire une pièce, elle va sous-traiter auprès d'une autre entreprise qui elle-même pourrait sous-traiter auprès d'autres entreprises pour d'autres pièces qui permettent de faire la grosse pièce, qui est la grosse pièce qui va aller dans la grande entreprise qui avec cette grosse pièce va faire encore une plus grosse pièce, genre je sais pas moi. Il y en a une, elle va s'occuper du moteur par exemple pour une voiture. L'autre, elle va juste monter, assembler les éléments et puis elle va sous-traiter les tâches de créer le moteur, créer la carrosserie, créer machin. Et ces mêmes petites entreprises vont peut-être elles-mêmes soit faire travailler les salariés, elle est capable de faire le moteur toute seule, ou soit sous-traiter à nouveau pour avoir d'autres pièces qui permettent de fabriquer le moteur, qui permettent ensuite de remonter jusqu'à là-haut. Et ça, c'est un risque. Ça fragmente le travail et ça ne permet pas aux salariés d'avoir une relation entre eux en fait, parce que vous n'avez pas une entreprise qui possède plein de salariés, vous avez plein de petites entreprises avec plusieurs un petit nombre de salariés. Et donc du coup par exemple dans ces petites entreprises ils ne peuvent pas syndiquer parce qu'il faut un certain nombre pour être syndiqué machin, et que c'est compliqué de se battre avec 2, 3, 4 salariés, ça suffit pas toujours pour se battre, les conditions de travail. Et en plus vous avez la menace entre guillemets de la petite entreprise qui est sous-traitante de dire oui mais si vous travaillez pas bien, nous on perd le contrat auprès de la grosse entreprise. Donc nous on est obligé aussi de vous précariser, on est obligé de vous demander de travailler dur si vous voulez que le contrat soit renouvelé, ou le contrat avec la grosse entreprise soit comment dire, qu'elle soit faite. Si l'entreprise ne convient plus à la grosse entreprise, bah, elle peut dire bah non mais je sous-traite plus auprès de vous, vous êtes pas bon. Et c'est perdre un marché, c'est perdre un revenu potentiel qui pourrait payer les salariés, etc. Et si cette même entreprise échoue à ça, bah, les autres entreprises qu'elle emploie, bah, elle va plus les employer non plus parce qu'elle n'a plus de contrat avec cette entreprise-là. Donc du coup, bah, ça fait toute une branche, une petite sous-traitance qui va disparaître, puis d'autres petites sous-traitances qui vont disparaître, etc. Ces formes d'externalisation du travail, on pourrait en citer d'autres comme le portage salarial, qui se développe massivement, modifie profondément le rapport salarial en donnant des situations d'emploi hybride qui ne sont ni vraiment du salariat, ni du travail indépendant, et qui échappent en partie au code du travail dans sa forme actuelle. La relation employeur-salarié est brouillée, complexifiée par ces reconfigurations structurelles et de la division sociale du travail. Alors ça c'est 2005. C'est ça hein, si je dis pas de bêtises.
2005. Je vérifie. Hein. Non, mise en ligne en 2006 sur le Cairn. Voilà, si jamais vous avez... Donc forcément, ça a évolué un peu. Je vous dirais même que ça s'est empiré pour être franc. Mais voilà. Et là, quand on commençait à lire ce paragraphe, on était en train de se rapprocher du processus d'ubérisation où là, vous avez des micro-entrepreneurs qui travaillent pour une grosse boîte via des outils numériques. Ça, c'est arrivé un peu après, quoi, on va dire. Une reconfiguration de la division du travail social. Je vérifie qu'on était bien là. Le rapport salarial normal, c'est-à-dire celui qui s'est... Non, ça, on vient de le lire, non ? Pardon, on en était là, pardon. Le travail sous le règne de l'intensité. Si l'on entre maintenant dans le travail lui-même, on constate que les transformations récentes dans les organisations de travail, avec la mise en place d'un nouveau modèle productif, se traduisent très nettement par une intensification du travail qui traverse tous les secteurs d'activité. Parallèlement à une autonomie plus grande laissée aux salariés, les contraintes, temporelles notamment, se font de plus en plus fortes. Polyvalence accrue, obligation de travailler vite, délais toujours plus serrés. Les exigences de productivité et de rentabilité se sont fait sentir à chaque étape du processus productif, plaçant les salariés en situation d'urgence permanente. Donc là, c'est un classique. Hein. Vous ne travaillez plus pour produire quelque chose de qualité, vous travaillez pour produire des choses très rapidement, sous contrainte. Et ça donne, ça peut aller jusqu'à du burn-out parce que vous ne reconnaissez plus le travail que vous faites. Le travail que vous faites n'a pas la valeur, n'a pas la qualité que vous attendez de votre propre travail. Et en même temps, vos employeurs vont vous dire « mais vous n'êtes pas assez productif, vous ne travaillez pas assez vite, vous n'êtes pas assez efficace dans votre travail ». Et donc, avec ça, vous allez avoir des méthodes managériales qui vont vous pousser à bout. Ce qui mène à dépression, burn-out, donc épuisement au travail, à violence psychologique du management sur le salarié et tout ce genre de choses. Intensification du travail, alors peut-être pas par le fouet parce que c'est pas très légal et si c'est vrai et ça serait trop visible, mais il y a d'autres moyens de pressuriser les salariés. Les menaces d'être licenciés, les violences psychologiques, et toutes ces choses-là qui mènent à souvent au lieu d'être licencié, à pousser la porte soi-même. Donc vous allez avoir des salariés qui vont se casser eux-mêmes, démissionner et donc ne pas avoir des droits auxquels ils auraient dû avoir parce que en fait l'employeur a trouvé des stratégies pour faire partir le salarié sans le licencier, sans prendre sans devoir trouver des raisons légales de licencier le salarié, donc de donner des droits, de payer des choses, etc. aux salariés. C'est du vécu, hein, je vous le dis, c'est du vécu. Pareil pour la qualité du travail, en quantité de travail, c'est du vécu aussi, hein, je tiens à le préciser. Néo-management et enrôlement des subjectivités. Enfin, un autre trait caractéristique de l'organisation néo-capitaliste du travail est le développement des formes de management qui font appeler à la subjectivité des travailleurs, à leur engagement personnel. On ne demande plus seulement aux salariés de faire le travail, mais on attend d'eux un investissement actif, une motivation réelle dans l'accomplissement du travail. Les qualifications traditionnelles, diplômes ou expériences professionnelles ne suffisent plus. Il faut également manifester des qualités personnelles, des compétences douces, souplesse, adaptabilité, réactivité, initiative, loyauté, sens du contact, créativité. Ainsi se dessine une contradiction de fond. D'un côté, les salariés ont de moins en moins d'assurance par rapport à leur avenir professionnel. De l'autre, ils sont sommés de s'engager subjectivement dans leur travail. Ils sont considérés comme des sujets dans leur travail et des objets dans leur emploi. Voilà, notez que ici, comme moi j'aime à le faire, on dissocie le travail de l'emploi. Le travail, c'est l'acte, c'est faire la chose, c'est faire une chose, c'est voilà, je fais du travail, je suis en live, je suis là pour lire des articles pour mes viewers, je suis là pour divertir mes viewers, c'est un travail, c'est du travail.
Et vous avez l'emploi. L'emploi, c'est d'être salarié auprès d'un employeur ou d'être en contrat d'intérim. C'est avoir un contrat qui stipule quels actes il va falloir faire dans l'emploi et combien je te rémunère pour ça. Ça, c'est l'emploi. L'emploi, c'est vraiment le cadre avec le contrat avec le patron. Le travail, c'est faire le ménage, c'est un travail. Tondre la pelouse, c'est un travail. Faire du streaming, c'est un travail. Faire des vidéos sur Internet, c'est un travail. Faire de la musique, c'est un travail. Développer des choses, même personnelles, c'est un travail, etc., etc. Là, ils ont bien dissocié ces deux aspects-là et en disant que dans leur travail, donc quand les employés travaillent, ils sont des sujets. On leur dit, vous devez faire ça, 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 ça. Ça, c'est être sujet de son travail. On vous dit ce que vous devez faire. Mais par contre, vous êtes objet de non, ils ont fait l'inverse, pardon, je crois. Je dis pas de bêtises. Vous êtes des objets dans l'emploi. Donc, vous êtes un objet en contrat avec votre employeur. Vous n'avez pas la décision. Une fois que vous avez signé le contrat, vous devez faire ce que l'employeur vous dit. Et vous êtes sujet dans le travail, dans le sens où on vous demande d'être actif, d'avoir des idées, d'être motivé, de donner cette sensation que vous allez travailler dur parce que c'est votre projet. Vous voyez, sans faire de référence, voilà. Alors, ensuite, les individus aux prises de la précarité des expériences sociales. En quoi ces dynamiques essentielles très rapidement retracées façonnent-elles les expériences sociales des individus qui y sont confrontés? Je distinguerai 4 registres d'analyse. De la précarisation de l'emploi à la précarisation des conditions de vie. De plus en plus de parcours professionnels sont caractérisés par l'intermittence en emploi et par des temps de travail dont des revenus irréguliers ou insuffisants. L'une des conséquences très concrètes et immédiates de ce phénomène est que l'emploi ne permet plus d'assurer les conditions de vie au quotidien. On voit donc réapparaître des formes de vulnérabilité financière et de pauvreté, y compris chez les personnes en emploi, donc les travailleurs pauvres. Travailleurs pauvres, par exemple, c'est une personne qui travaille au SMIC à Paris et qui ne trouve pas de logement et qui vit dans sa voiture, qui vit dans des tentes, mais qui se lève tous les matins quand même. Voilà, il se boit un café chaud avec son réchaud dans sa tente et il part au boulot, travailler, et chaque mois il est payé. Il a un compte en banque, il est payé par son employeur, mais ça ne suffit pas pour trouver un appartement, soit parce que les logements sont trop chers et ce n'est pas possible, soit parce que de toute façon, au SMIC à Paris, on va considérer que vous n'avez pas assez de sous, parce qu'il faut 3 fois un loyer pour qu'une agence vous accepte éventuellement. Si vous avez un loyer à 700 minimum ou 800 minimum à Paris et que vous touchez 1400, par exemple, même 1300, eh bien, vous n'avez même pas 2 fois le prix du loyer. Alors du coup, vous allez trouver des logements plus petits, machin. Alors à Paris, des fois, peut-être vous allez trouver un appartement à 600 pour, j'en sais rien, 15 mètres carrés, voilà, enfin pour une misère. Mais même avec ça, vous n'avez pas assez d'argent au vu de l'agence pour prétendre à un appartement. Parce que dans leur tête, il faut que vous ayez 3 fois le montant du loyer en revenus. Et donc vous vous retrouvez avec des gens qui sont dans des tentes, qui dorment dans leur voiture. Pour certains, ça va être des situations passagères. Pour certains autres, heureusement, ils ont de la famille, des amis pendant cette période passagère. D'autres, ça va pas être passager. Ça va être toute l'année comme ça. Parce que vous trouvez pas d'appartement et vous allez toujours pas avoir assez d'argent quand bien même vous travaillez parce que vous êtes dans un contrat, voilà. Vous êtes en CDD, vous pourriez perdre votre travail dans 6 mois parce que ça sera pas renouvelé. Vous êtes en intérim, vous savez que vous allez travailler cette semaine mais pas la semaine suivante, etc., etc. Donc, vous vivez dans une tente pour réduire le coût, voilà, au quotidien. Cette insécurité économique se traduit au présent dans des conditions de vie, dans les conditions et modes de vie, difficultés pour se nourrir, se loger, s'habiller, et elle perturbe l'organisation de la vie à court terme et à moyen terme,
en obligeant à vivre au jour le jour sans possibilité de projection dans l'avenir. Là, on est dans le « je suis tellement pauvre que je ne me préoccupe que de l'argent que j'ai pour me nourrir, pour me loger, et c'est déjà difficile ». Donc quand on en est à ces situations, eh bien on ne réfléchit pas à qu'est-ce qu'on va faire plus tard, parce qu'on n'a pas une stabilité déjà dans notre vie et on essaie de régler cette instabilité. Ça peut se régler à long terme, à moyen terme, comme ça peut ne pas du tout se régler, et du coup vous allez être confronté à vivre au jour le jour, tous les jours, à réfléchir, est-ce que je vais avoir assez d'argent à la fin du mois pour me payer la bouffe, est-ce que je vais pouvoir me payer un logement un jour ou l'autre, quel effort il faut que je fasse financièrement pour avoir la chance d'avoir un loyer, attention je risque de perdre mon travail, machin. Vous êtes sur ces questions là et du coup vous ne projetez pas dans l'avenir en disant ah peut-être que je m'achèterai bientôt un appartement, une maison, que j'irai faire un emprunt. L'emprunt n'est même pas envisageable, les banques ne vont jamais m'emprunter parce que je n'ai pas de loyer, parce que le salaire n'est pas assez élevé pour faire un emprunt pour acheter une maison, etc., etc. Vous n'allez même pas penser à faire ces démarches-là parce que vous avez d'autres priorités dans la vie. Ce qui veut dire que vous ne pensez pas à vous installer, à trouver une compagne, faire un enfant, 2 enfants, acheter des meubles, machin, meubler votre maison, machin. Non, vous avez d'autres priorités, vous êtes dans la précarité la plus totale, vous devez penser d'abord à vous nourrir. Et du coup, vous vivez au jour le jour, et puis un jour peut-être, vous mourrez sans jamais avoir pu envisager d'avoir une maison, un jardin, un chien, une voiture, voilà le classique, voilà le rêve, le American Dream. C'est horrible, le travail c'est la santé. Faire du streaming c'est un travail, mais est-ce que c'est bien payé? Non. Réponse non. Sauf pour quelques privilégiés qui eux ont des milliers de viewers. Et faire des gosses n'est pas une priorité. Ah ça dépend pour qui. Moi c'est loin du tout une priorité de faire des gosses, hein. Je n'en rêve pas du tout. Voilà. La santé en première ligne. Les divers aspects de la précarisation du travail et de l'emploi ont des conséquences multiples sur la santé des individus. Tout d'abord, les difficultés financières font qu'il est plus difficile d'avoir un mode de vie favorable pour la santé et amènent à des renoncements de soins. Je vais rien dire. Simultanément, les incertitudes sur le devenir professionnel se traduisent par des sentiments d'inquiétude et d'angoisse, eux-mêmes pathogènes. Dans la vie professionnelle, l'intensification du travail et le durcissement des conditions de travail exposent les salariés, et en particulier dans le contexte d'emploi précarisé, à des pénibilités et des risques accrus. En témoigne notamment la reprise à la hausse des fréquences des accidents de travail. Ça, on a dit qu'on allait y revenir peut-être. On avait déjà lu un article là-dessus, sur les accidents de travail. Je vous avais parlé de Twitter où il y avait une personne qui s'amusait à notifier tous les morts de chaque semaine au travail. L'emploi dans le BTP notamment. C'est l'exemple phare, mais il n'y a pas que ça. Les camionneurs, les personnes du transport routier, etc. Pareil, la logistique, transport. Vous avez des gens qui vont... c'est pareil, il y a l'idée de ubériser ces emplois. Vous allez être contraint à faire un trajet en tant de temps et pas 1 minute de plus. Donc vous devez arriver de ce point-là à ce point-là, donner votre colis, vous avez tant de temps pour donner le colis. Si la personne n'est pas là, n'a pas répondu, vous rentrez, vous déposez le colis ou vous le laissez dans la voiture et vous le ramenez par exemple à la poste ou au dépôt ou j'en sais rien. Et vous avez un trajet tout défini. Vous devez suivre souvent maintenant des applications pour ça. Vous avez une application qui vous dit vous allez là, c'est tant de minutes, là, nanana. Et je pensais à la Poste notamment où ils avaient mis un peu en place ce truc-là. Et ça arrivait où vous deviez normalement avoir un travail qui commençait par exemple à 14h et qui finissait à pile poil à 18h. En fait, les temps de trajet, les calculs étaient, on va dire, un trajet théorique qu'il fallait respecter réellement, sauf qu'il n'était pas respecté. Donc vous dépassiez l'heure et vous faisiez du travail supplémentaire de 18h à 18h30, mais on considérait que c'était votre faute. Et donc la demi-heure que vous faites de plus pour finaliser votre trajet, pour déposer les colis,
et ben, malheureusement, ce n'est pas compté comme du travail. Voilà, vous n'avez pas fait votre travail correctement. C'est un travail supplémentaire qui est à votre charge. Et donc, voilà. Le genre de petite saloperie qu'on peut amener avec ce genre de système de surveillance des emplois. Parce qu'on vous donne tant de temps pour faire ça, alors que réellement, vous n'avez pas besoin de ce temps-là, mais vous avez besoin de ce temps-là. Et moi, ça, pareil, au travail, ça m'est arrivé. Moi, on me demandait de toujours réduire le plus possible le temps pour faire une émission de radio. Je devais absolument faire cette émission toujours plus vite pour pouvoir faire entrer toujours, parce que j'étais le seul salarié pour gérer toute la radio. Voilà. Et on vous pousse à bout, on vous dit « Non, mais attends, tu vas pas augmenter la qualité du son. Tu n'es pas là pour augmenter la qualité, mais tu es là pour augmenter le nombre d'émissions qui est diffusé. » Voilà, c'est ce genre de processus que vous pouvez retrouver. Alors mon cas, c'est très gentillé par rapport à ceux qui risquent de mourir parce qu'ils font du transport en allant plus vite pour essayer de tenir les délais et donc risquer l'accident. Bien évidemment. Dans ce contexte, la santé apparaît comme la dernière marge de manœuvre disponible pour tenir ce travail. De nombreux salariés sont ainsi confrontés à une alternative difficile. Travailler, mais en s'exposant à des risques pour leur santé, ou préserver leur santé, mais en s'exposant alors à un autre risque, celui du chômage. De plus, les transformations dans les organisations du travail entraînent une perte de sens du travail lui-même. Sous l'effet de la contrainte, de plus en plus forte, la possibilité de faire du bon travail, la reconnaissance et la valorisation de soi dans le travail sont mises à mal. L'expérience clinique montre que de nombreux salariés ne disposent plus des critères qui leur permettent de savoir s'ils font ce qu'ils font est bien ou non. Il devient difficile de distinguer le vrai du faux, l'utilité de l'inutile, le juste de l'injuste, le sincère et le stratégique. De nombreuses études ainsi que des témoignages de médecins du travail mettent en lumière les souffrances morales éprouvées par les salariés lorsque leur travail devient illisible. Soulignons que cette dégradation du rapport au travail est d'autant plus douloureuse qu'elle est souvent vécue sur un mode individuel. Si les salariés sont tenus de s'engager personnellement dans leur travail, c'est aussi à titre personnel qu'ils doivent gérer les échecs et les défaillances, car les appuis collectifs sont de moins en moins nombreux. Donc là, je reviens à ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire pourquoi il y a des appuis collectifs de moins en moins nombreux. Parce que le travail est fragmenté et divisé, et donc du coup, le nombre de potentielles personnes qui peuvent se regrouper sont moins nombreuses, d'autant plus que ces travaux fragmentés, ce travail fragmenté, ça mène à une nucléarisation, pour reprendre le terme que j'avais chopé l'autre jour, sur les entreprises. Vous allez avoir une entreprise spécialisée dans tel domaine, avec tant de salariés à l'intérieur, et puis une autre entreprise à un autre endroit, et une autre entreprise avec un autre endroit, et une autre entreprise avec un autre endroit, voire des micro-entrepreneurs par-ci, par-là, par-ci, qui ne se regroupent pas, qui ne forment pas collectif pour lutter pour leurs droits. On a parlé du sens du travail, évidemment, le sens du travail. Moi, j'ai toujours critiqué ce truc fou de qualité supérieure, quantité, supérieure. On valorise cette quantité plus que la qualité. On préfère qu'on fasse beaucoup, quitte à ce que ça soit moins bien, que l'inverse. J'avais fait un article quand j'étais encore sur Facebook. J'avais fait un truc sur Facebook, voilà, j'avais écrit, j'avais besoin d'extérioriser ça, et j'avais écrit un truc comme ça. C'est pour ça aussi que je me suis barré de Facebook, notamment. Et j'avais parlé de cette folie de toujours pousser à la quantité plutôt qu'à la qualité. Et ça m'avait été reproché par mes employeurs parce qu'ils avaient regardé mon Facebook, ils avaient dit « Ah, mais tu as écrit, on dirait que tu n'es pas bien, ça ne va pas, machin ». Et on m'avait saoulé avec ça, on était venu me casser les couilles alors que c'était mon truc. On m'avait dit « Oui, mais tu sais, c'est un truc public, tout le monde peut te lire, machin et tout ». Oui, le fait est que j'écris pour être lu. Mais j'avais pas envie non plus d'être lu par mon employeur et qu'il vienne me reprocher ça, venir me faire me gratter dans le dos en me disant mais dis donc tu n'es pas bien au travail, je sais pas quoi, et puis voilà, ça m'avait gonflé, j'avais quitté Facebook,
Voilà. C'est une des raisons pour lesquelles je me suis cassé de cette plateforme de merde. Parce que j'ai pas envie, en fait, d'avoir un espace public avec mon nom et mon prénom et qu'on peut me retrouver et puis qu'on peut dire « Ah bah oui, cette personne a écrit ça, machin. » Non, foutez-moi la paix, en fait. Juste foutez-moi la paix. Si j'ai envie d'écrire un truc, d'extérioriser, je veux que ce soit plus ou moins anonyme, pseudonymisé. Voilà. Et donc il y a des gens voilà, qui dans le travail ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est utile et inutile. Moi c'est un truc qui me perturbe souvent, l'utile et l'inutile. Est-ce que ce que je fais, est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que ça vaut vraiment le coup ce que je fais ou pas? Et je suis toujours là-dedans. Sous-employeur ou sans employeur. C'est toujours la même chose. Et après, on se pose la question de la justice. Pourquoi mon travail a moins de valeur que celle de quelqu'un d'autre, etc., etc. Voilà. C'est des choses qui viennent, machin. Puis pareil, le sincère, la stratégie. Est-ce qu'il faut mettre en place une stratégie pour rendre son travail rentable? Ou est-ce qu'il est préférable de faire un travail sincère, avec une motivation sincère, mais sans forcément aller chercher à faire des strates pour attirer le client, pour satisfaire le patron, pour que le patron soit content et puisse vendre la qualité ou la quantité plutôt de son travail auprès d'autres entreprises qui démarcheront cette entreprise pour fabriquer voilà, tout ce globi-bolga. Question existentielle. Que devons-nous faire de notre vie? Et actuellement, le que devons-nous faire de notre vie nous est dicté par le fonctionnement de la société. Et donc des rapports salariaux et non salariaux, du coup, parce que ubérisation, parce que intérim, parce que etc. Le rapport au travail, reformulé par les processus de précarisation. Les divers processus d'externalisation ont une conséquence majeure sur les expériences de travail du salarié. Ils entraînent un éclatement des collectifs du travail, une atomisation du salariat. Donc atomisation, nucléarisation, séparation des salariés entre eux, dans différentes sous-traitances, etc. Dans leur enquête sur les usines Peugeot, Simbaud et Monsieur Pialou montrent bien par exemple que les salariés permanents et les salariés temporaires se côtoient dans l'entreprise tout en se situant sur des plans bien différents quant à leurs attentes et à leurs attitudes à l'égard du travail. Les salariés intérimaires ne s'investissent pas de la même façon dans l'entreprise. Soit ils savent qu'ils ne vont pas rester, et donc ils ne se sentent pas vraiment concernés par les questions syndicales, soit ils espèrent être embauchés et s'abstiennent alors de participer et à éventuellement des mouvements sociaux. On peut souligner à ce propos le recours du travail au travail temporaire est une arme pour assurer la paix sociale dans les entreprises. Donc là, parce qu'il ne dit rien après sur ce sujet, mais ça veut dire que l'intérimaire ferme sa gueule pour avoir une chance d'avoir un CDI. Et quand il ne sait pas, il ne pense pas être renouvelé, ne pense pas venir en CDI, il s'en fout puisque ça ne le concerne pas. Il n'est pas dans l'entreprise. Changer la vie dans l'entreprise ne va pas le considérer puisque la semaine suivante, il sera dans une autre entreprise qui n'a rien à voir. La sous-traitance, la précarisation de l'emploi, la flexibilité des temps de travail affaiblissent donc très fortement les possibilités de résistance collective à une subordination excessive, ce qui constitue une rupture considérable par rapport à toute l'histoire de la société salariale qui s'est précisément construite sur la lutte collective. Donc là, je rappelle, 19e siècle, payé à la tâche, pas de collectif, la loi Chapelier. La loi Chapelier, c'est 1-1. C'est le travailleur négocie avec son patron. Et on considère que le patron et l'employé sont sur le même niveau. Donc ils peuvent négocier à même niveau. Or c'est faux. Il y a une asymétrie. Le salarié est en dessous, est inférieur dans la pratique à l'employeur. Parce que l'employeur possède l'argent et c'est lui qui va décider des conditions de travail. Et si l'employé n'accepte pas, il va se retrouver sans rien. Alors que l'employeur, lui, s'il négocie avec ce salarié, il se dit mais si ce salarié ne me convient pas, eh ben je prends un autre salarié. Je vais trouver quelqu'un d'autre qui me convient. Et je mets en concurrence les salariés entre eux.
Et donc, il n'y a pas possibilité 1 pour 1 que le salarié gagne. Il peut y avoir des cas exceptionnels où le salarié, l'employé, puisse négocier directement avec son patron un par un. Si c'est un bon employé avec des compétences techniques qui est difficile à trouver, là, c'est plus compliqué parce que là, forcément, si le salarié se barre, c'est plus difficile de trouver un salarié de cette qualité-là. Donc là, il y a moyen de négocier. Mais en général, ce n'est pas le cas. Même si le patron n'a pas vos compétences à vous, il sait que vous avez des compétences similaires à d'autres ouvriers. Donc il peut très bien, en 1 contre 1, vous défoncer en fait. Et c'est pour ça que le salaire, c'est pour ça là ils disent le salaire, il a été conquis par la lutte collective. Ce sont des gens qui se sont regroupés pour dire ça suffit, on veut plus payer à la tâche, on veut être payé avec un salaire. On veut être payé tous les mois. Et comme on est une force, il n'y a plus cette loi Chapelier sur le truc, on peut monter un collectif, un syndicat, pour dénoncer ce qui ne va pas au travail et demander un meilleur salaire général pour tout le monde et pas un à un. Et je ne dirais qu'une chose, faire du tourisme spatial quand on s'ennuie. Une entreprise sans CDD, intérim, la solution. Alors oui et non. Il y a toujours une partie du travail qui nécessite souvent quand même un salarié sur place en CDI. Mais il est vrai que le recours au CDD à l'intérim, c'est une solution pour éviter au patron que les salariés se regroupent, négocient. Voilà, et puis ça permet d'avoir des... Alors il y a un souci en tant qu'employeur d'avoir ce genre de choses, c'est qu'on peut tomber sur un salarié intérim pas très intéressant et il a un contrat à faire, il va faire son contrat sur la semaine, sur 2 mois, machin, et en fait il va pas remplir les conditions. Donc d'un intérimaire à l'autre, ça peut être moins bien, par exemple. Et après je dis souvent, mais il existe des entreprises comme Uber Eats par exemple. Et encore, je pense qu'Uber Eats sont des salariés quelque part, je sais pas. Quoi, Frio? Je vous demande de vous arrêter. Il faut que je travaille pour les triggers, j'ai quelques vidéos à récupérer. En CDD, et encore en CDD, le CDD a une prime de fin de contrat pour endormir les doutes du salarié sur sa précarité. En fait, le CDD est meilleur que le CDI pour les contrats rares. Genre ingénieur informatique sur des gros projets. Sinon, c'est une arnaque qui invisibilise les précaires. Alors moi, j'étais personnellement, pour ma personne, j'étais très adepte du CDD parce que le CDI, pour moi, c'était une contrainte. Mais après, c'est moi. J'ai un problème avec les employeurs. Depuis toujours, c'est un truc qui me trigger à mort, en fait. Et le fait d'avoir un CDD et de me dire qu'à telle période, j'arrête le travail et c'est plus avec eux que je travaille, et bah, ça m'arrange, dans un sens. Alors que le CDI, je me dis, je suis enfermé dans une éternalité à jamais de devoir travailler, sauf si je me désengage moi-même et donc je prends le risque de me retrouver sans revenu, etc. J'avais ce problème-là avec le CDI personnellement, mais bon, c'est encore autre chose. Mais hormis ces postes où c'est le travailleur qui est rare, car ultra compétent, le reste du temps, le CDD est à fuir. Ouais. Non, mais c'est clair. Après, moi, j'ai fait... alors moi, pour mon travail, j'ai eu mission service civique. J'ai eu 2 CDD, je crois. Alors, c'était pas un CDD, c'était un CAE, donc c'était un contrat aidé. Donc l'employeur ne payait que la moitié de mon travail. D'ailleurs, j'ai gagné du service civique au CDD, au CAE. J'ai gagné le double en travaillant 4 heures de moins. Et à cette période, c'était plutôt bien parce que c'était un travail pour moi de 20 heures, je crois. Et 20 heures, c'était pas mal. C'était pas mal comme temps de travail pour moi. C'était assez confortable. Et puis j'aimais bien mon travail. Et après, en CDI, ça a été un enfer. Honnêtement, ça a été un enfer. En fait, les luttes qui revendiquaient et protégeaient le salaire ont toujours abouti en France qu'il vaut mieux être entre salariés de nos jours qu'à son compte en micro-entreprise.
20 heures, ça plairait à pas mal de monde. Ouais. Ouais, 20 heures, 20 heures, 24 heures, je sais pas. Ça m'irait bien. 20 heures payé 40 heures, je prends. Ah bah oui. Ah bah oui, je prends. Oui, oui, tout le monde prendrait, oui, effectivement, si on dit ça comme ça, oui. Non, mais si tu veux, même moi, à l'époque, j'étais payé 20 heures pour 20 heures, quoi. Et encore, même pas, parce que c'était... Je sais plus, CAE... Je sais pas si CAE... Non, je pense que j'étais payé au SMIC. Mais comme je payais 20 heures, et j'étais payé moins. Mais bon, c'était une époque aussi, j'étais chez mes parents encore. Donc, même avec un salaire comme ça, je pouvais économiser, quoi. C'était une époque révolue. Mais moi, même ça m'allait. Après, voilà, 20 heures payé 40 heures, oui. Ouais. Mais 20 heures payé 40 heures, ça veut dire quoi en vrai? Parce que c'est une arnaque, ça aussi. Aujourd'hui, la compétitivité, si on parle de compétitivité, de la production, la productivité, elle a augmenté de je sais pas combien. Donc un salarié qui aujourd'hui, avec des outils informatiques, avec de la mécanique, avec des machines autour de lui, il permet de produire bien plus qu'à l'époque où il n'y avait pas tous ces trucs-là. Et donc sa productivité a augmenté et son salaire devrait augmenter d'autant. Donc les 20 heures payées 40, en vrai, quand on parle de ça, c'est encore déjà de l'arnaque. Parce que non, on prend pas en compte le fait... Alors, on est content quand il y a de la productivité, mais on veut pas augmenter les salaires. Hein. Ça, c'est terrible. Ce qui compte, c'est le salaire résiduel. Que reste-t-il quand on a payé... ouais, quand on a tout payé tous les mois. Exactement. Exactement. Ça, c'est un truc que j'essaye de rappeler à mes confrères, on va dire. C'est comme ça. Quand ils me parlaient de la Suisse. Le problème, c'est qu'ils faisaient des comparaisons de salaire suisse, salaire français, sans prendre en compte justement la différence de prix, de loyer, de bouffe, etc. Ils faisaient pas cette comparaison de salaire résiduel, comme tu l'appelles, le pouvoir d'achat, nous on utilise ce terme en France. Ils prenaient pas en compte ça, et je leur disais, mais vous pouvez pas comparer le salaire suisse et le salaire français. Si le Suisse, il vit en Suisse, il paye plus cher son loyer, il paye sa bouffe plus cher, il paye son électricité plus cher, il paye son internet plus cher, il paye machin. Tu peux pas juste comparer le salaire qui sort et le salaire français qui sort. Enfin, ça n'a aucun sens. Par contre, tu peux comparer un Français qui travaille en France et un Français qui travaille en Suisse, parce que c'est deux personnes qui vivent en France et qui normalement ont un salaire à peu près équitable. Et encore, il y a des disparités entre les régions. Parce que un salarié comme moi qui travaille et qui paye un logement, là où je le paye, mon logement, il est plus cher que dans le centre de la France. C'est moins cher un logement. Mais il faut prendre en compte aussi le véhicule, l'essence pour aller au magasin le plus proche qui est peut-être loin, etc. Donc ça, il y a beaucoup de gens qui omettent ça et qui disent « Ah non, tu as tant de salaire, c'est ce chiffre-là. » Donc il faut comparer ce chiffre avec ce chiffre, sans réfléchir au-delà de ça. Ça te donne du pouvoir d'achat. Pouvoir. Ça te donne du pouvoir d'achat. Ouais. Non, mais bon, voilà, c'est le terme qui est employé, mais effectivement, salaire résiduel, c'est pas si mal comme terme. Le salaire résiduel fait mal car il y a le terme résidu. Ouais, sûrement. Je t'avoue que, ouais, il n'y a pas beaucoup de journalistes qui utilisent ce terme. Hein. C'est du jamais entendu, ça. C'est pour ça qu'un journaliste n'utilisera jamais le terme salaire résiduel. Oui, c'est vrai le mot est connoté négativement, et donc du coup, on pourrait dire, oui. Alors que le pouvoir d'achat, effectivement, c'est un pouvoir. Alors que résiduel, c'est le résidu, c'est ce qui te reste, c'est les miettes de pain que le capital veut bien te fournir. Parce qu'il est vrai que quand vous mangez, vous reposez, même quand vous vous divertissez et que vous allez faire du sport, que vous allez... Voilà, peu importe ce que vous faites, même ce que vous faites là, qui est considéré comme du loisir, du temps libre, etc., c'est ce qu'on appelle la reproduction de la force de travail. Si vous n'avez pas ce temps de sommeil, si vous ne mangez pas, vous ne pouvez pas travailler pour votre patron. Ça, c'est pas pris en compte dans le calcul. Si vous vous nourrissez mal et que vous allez travailler et que vous travaillez mal parce que vous n'êtes pas bien, on va dire que vous êtes un feignant, machin, on va vous engueuler, machin, on va vous virer, on va prendre quelqu'un d'autre.
Mais en fait, c'est peut-être aussi de la faute du patron. Peut-être qu'il vous paye pas assez pour bien vous nourrir et machin. C'est pas forcément vrai, mais c'est pas forcément faux non plus. Des petites miettes ou des grosses miettes, tout est là. Mais des miettes quand même. Face aux rentiers, aux actionnaires vraiment parasites. Pourtant, en cours d'éco, on parle de salaire résiduel. Alors moi, j'ai pas fait ES, j'ai fait STG GSI, donc gestion des systèmes d'information, parce que j'aimais bien l'informatique déjà à l'époque. Et on avait de l'éco, on avait du management, on avait tous ces trucs-là. Et je t'avoue que je me souviens pas. Je me souviens pas qu'on m'ait déjà parlé de salaire résiduel, pour le coup. Et nous, on s'intéressait beaucoup à l'entreprise, machin, mais je pense que c'est pareil en éco. Hein, tu t'intéresses à l'entreprise. Bien qu'il doit peut-être avoir une partie économie intellectuelle, où on s'intéresse peut-être plus à la macroéconomie ou ce genre de choses, alors que nous, on était vraiment dans l'économie de l'entreprise. Le compte de... je sais plus comment ça s'appelle, j'avais le paplard avec les numéros de compte pour chaque action que l'entreprise fait. Paiement du salaire, stock, machin, tout ce bordel-là. Mais les miettes quand même. Nanana, pouvoir d'achat, c'est un terme journalistique. Comme charge sociale. Ouais, c'est ça. En vrai, les charges sociales n'existent pas. Seules les charges comptables. Ouais, le plan comptable, merci. Merci. Voilà. Je dois avoir un plan comptable là-bas de 2010, 2018, truc comme ça. Allez, j'avance sur l'article. Incertitude identitaire. Oula. Discontinuité des parcours. Non-durabilité des emplois. Perte de sens au travail. Dissolution de la dimension collective. Au-delà de leurs effets sur l'existence quotidienne au travail, comme dans le hors-travail, ces phénomènes posent la question des identités professionnelles et sociales et de la place de chacun au sein de la société. On constate en effet que les anciens repères professionnels se brouillent, les incertitudes sur l'avenir se multiplient et les catégorisations antérieures sont remises en question. Que veut dire être ouvrier ou même cadre? Et si l'on peut devenir chômeur demain? Que veut dire être intérimaire? Que devient le travail dans la crise? Quelle doit être sa place dans la vie? Si les clivages traditionnels en termes de catégories socio-professionnelles ou de classe sociale restent valables, d'autres formes de différenciation s'y superposent désormais. Par rapport au statut de l'emploi par exemple, ou par rapport au type d'entreprise. Il est important de souligner que la question des identités n'est pas seulement un problème de sociologues qui cherchent à distinguer des groupes sociaux différents et à décrire les hiérarchies sociales. Elle concerne très directement chaque individu car, pour se sentir intégré, pour avoir le sentiment de participer à la société dans son ensemble, il faut avoir une représentation relativement claire de son organisation et pouvoir se situer soi-même dans l'espace social. Or, ce type de repérage est rendu de plus en plus difficile par l'éclatement du salariat en de multiples statuts et par le caractère le plus provisoire, plus réversible, plus flou et des différentes positions successivement, je vais y arriver, plus fou dans des différences. Oh là là, et oh. Donc par le caractère plus provisoire, plus réversible, plus flou des différentes positions successivement occupées dans le monde du travail. Il est moins facile aujourd'hui de répondre à la question courante « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Cette question étant d'une certaine façon équivalent à « Qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu es dans la vie ?» Au fil des parcours, chacun est amené à reconstruire continuellement sa propre identité. On peut alors se demander, avec R. Sennett, comment poursuivre des fins à long terme dans une société qui ne reconnaît que le court terme. Comment entretenir des relations sociales durables? Comment un être humain peut-il se forger une identité et se reconstruire un itinéraire dans une société faite d'épisodes et de fragments? À ces quelques questions essentielles, il n'y a pas de réponse unique, mais des bricolages plus ou moins satisfaisants, plus ou moins durables, plus ou moins réussis. Mais il est certain que les tendances de fond qui caractérisent actuellement le monde du travail
Sans parler des autres domaines, les modèles familiaux, la régulation de l'état social se transforment aussi. Implique que de nouveaux modes de vie sont à venir et à inventer. Voilà. Bon, c'est assez compliqué. Pas compliqué, mais voilà. Là, c'est le Cairn, c'est voilà, pour le coup, c'est vraiment des articles très intéressants. C'est de très bonne qualité ce truc-là. Moi, j'adore ça. Après, ce sont souvent des articles très longs, forcément, parce qu'ils décrivent, ils prennent des sources assez sérieuses. Bah, c'est un travail limite, enfin, j'allais dire limite scientifique, mais je crois que c'est le délire en fait. C'est un truc très scientifique justement. C'est des publications, voilà.